Le cancer tue près de 9 millions de personnes chaque année dans le monde. Nous sommes le 4 février et c'est la journée mondiale contre le cancer. Nous pouvons, je peux, c'est le thème de l'édition 2017. Nous en parlerons en tout début de journal. L'opération Épervier 2 a été réactivée hier. Il s'agit d'un plan de sécurisation de tout le territoire ivoirien contre le banditisme. Les forces de police chargées de la sécurisation du district d'Abidjan ont reçu hier les consignes claires de leur hiérarchie. Le bras de fer est engagé entre Donald Trump et la justice américaine. Un juge fédéral de Seattle a bloqué temporairement vendredi le décret anti-immigration du président américain visant 7 pays à majorité musulmane. Mais la Maison-Blanche a aussitôt promis de répliquer. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Nous pouvons, je peux, voilà le thème de l'édition 2017 de la Journée mondiale contre le cancer, célébrée ce 4 février, comme chaque année à la même date. Le cancer, une maladie qui tue près de 9 millions de personnes chaque année en Côte d'Ivoire. Le programme de lutte contre le cancer met l'accent sur la sensibilisation et le dépistage rapide. Les précisions de Patricia Omouetia. Des boules qui foutent les boules. Pour Yeli, 29 ans, le diagnostic est tombé il y a 6 mois. Je me suis levée la nuit, il a touché. Il y a vu que c'était 3 boules. Maintenant, je suis partie à l'hôpital. Il dit que c'est cancer. En Côte d'Ivoire, l'incidence du cancer est estimée de 16 000 à 20 000 nouveaux cas chaque année, selon l'OMS. Un véritable problème en raison du coût élevé du traitement de ces malades. Le traitement du cancer implique en effet plusieurs types d'interventions. On a stadifié le cancer, elle a un stade 3. Donc on a décidé de faire une chimiothérapie. D'abord pour réduire la tumeur, pour lutter contre les différentes extensions invisibles. Et lorsqu'on finira de faire nos 6 cures à raison d'une cure tous les 21 jours, on va évaluer. Lorsqu'on évaluera et qu'on appréciera la réponse, on passe à la chirurgie. Et lorsque la chirurgie sera terminée, on ira à la radiothérapie. Selon les dernières statistiques, le cancer du sein est le premier cancer en Côte d'Ivoire. Viennent ensuite celui du foie, de la prostate et du col de l'utérus. L'un des cancers les plus fréquents, ce sont des cancers féminins. Et particulièrement le cancer du sein qui est aujourd'hui le premier cancer de la femme en Côte d'Ivoire, avec des taux qui sont autour de 35 à 36 pour 100 000 habitants. Donc des taux quand même élevés. Et aujourd'hui, le cancer du sein est vraiment un problème de santé publique. Non seulement par sa fréquence, mais il touche des femmes de plus en plus jeunes, avec des moyennes d'âge qui tournent autour de 40 ans. Il est très important qu'on puisse faire de l'information, de l'éducation pour le changement du comportement, pour que toute femme à partir de 30 ans puisse se faire voir régulièrement par rapport au sein. Célébré le 4 février de chaque année, la Journée mondiale de lutte contre le cancer est l'occasion de mettre la priorité sur la sensibilisation et le dépistage précoce. Le CHU de Treichville est l'hôpital de référence en matière de cancérologie en Côte d'Ivoire. Nous avons également au sein du CHU l'unité de scénologie pour la recherche, n'est-ce pas, donc, du cancer du sein et qui reçoit toutes les femmes. C'est l'appareil le plus sophistiqué en Côte d'Ivoire. Nous demandons donc à toutes les femmes de venir se faire dépister le plus rapidement possible. Parce que si c'est dépisté très tôt, on a la possibilité de soigner. La création du centre de scénologie du CHU de Treichville a ainsi intégré le cadre global du programme national de lutte contre le cancer déployé depuis 2008 par l'État de Côte d'Ivoire. Le volet thérapeutique de ce programme prend en compte le traitement de 3000 patients sur 5 ans. L'ambassade du Canada, à travers l'ONG ISLAS, Islam Action Sanitaire, vient d'équiper le centre de consultation et de traitement odontostomatologique du CHU de Cocody en scanner Denaptix Gendex, un matériel qui intervient dans le traitement des patients atteints de maladies liées à la bouche. Un soulagement pour le CHU. La remise du don a été faite en présence de l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, Mamadou Kwasi et Franck Quadio. Une bouffée d'oxygène pour le Centre de consultation et de traitement odontostomatologique CCTOS du CHU de Cocody. Cette unité spécialisée reçoit de l'ONG ISLAS, Islam Action Sanitaire, un scanner essentiel dans la prise en charge des patients atteints de maladies liées à la bouche et à la dent.
Un don qui vient accroître la capacité d'intervention du CCT-OS. Ce qu'il faut retenir, c'est la facilité d'utilisation. C'est mobile et ça nous offre la possibilité d'avoir des radiographies dentaires avec une bonne résolution. Voilà. Et puis la réutilisation des images, surtout dans le cadre de la formation, de la recherche. Ce don de l'ONG ISLAS a été rendu possible grâce à l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire. L'ambassadrice saisit l'occasion pour faire le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays. Patricia Makuloff a réaffirmé l'engagement de son pays à accompagner la Côte d'Ivoire dans le bien-être des populations. C'est un don d'une dentiste canadienne qui avait de l'équipement dans son cabinet. Et puis, c'est une contribution au peuple ivoirien. Le président du conseil d'administration de l'ONG ISLAS, le docteur Diaby Moustapha, a rappelé les actions de sa structure en faveur des couches défavorisées. Ils entendent multiplier les initiatives pour réduire considérablement le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire. Faire prendre connaissance à notre hôte de l'ampleur des besoins et également susciter un plus grand engagement de sa part, mais à travers elle, l'engagement de tous les partenaires qui peuvent aider notre système sanitaire à l'amélioration de son plateau technique. Créée en octobre 2004, l'ONG ISLAS œuvre pour l'assistance socio-médicale dans le soutien de toutes les actions susceptibles d'améliorer la santé de la population et la promotion de la recherche médicale. La Côte d'Ivoire et l'Australie entendent renforcer leur coopération dans divers domaines. La ministre australienne du Développement international et le ministre ivoirien des Affaires étrangères l'ont évoqué récemment à Addis Abeba en Éthiopie en marge du 28e sommet de l'Union africaine. Le ministre Marcel Amontano et son homologue australien ont parlé notamment de projets d'investissement des Australiens en Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abola. Pour une coopération plus renforcée entre la Côte d'Ivoire et l'Australie, Marcel Amontano est en phase avec la ministre australienne du Développement international. C'est à l'occasion de la 28e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue récemment à Addis Abeba que le ministre ivoirien des Affaires étrangères, membre de la délégation de la Côte d'Ivoire conduite par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, reçoit son homologue d'Australie. Selon la ministre australienne, cette rencontre avec Marcel Amontano constitue un cadre propice pour évoquer divers sujets d'intérêt commun, notamment en ce qui concerne la commercialisation des produits agricoles, comme le cacao, le tout en vue du renforcement de la coopération bilatérale. Nous avons évoqué plusieurs sujets, dont notamment quelques candidatures, dont la nôtre, pour le Conseil des droits de l'homme l'année prochaine, dont également la candidature de la Côte d'Ivoire pour le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais nous avons également pris l'occasion de parler de notre coopération plus large, de produits, de commerce, de l'échange, de cacao, dont je suis un fan. La ministre du Développement international d'Australie ne manque pas de préciser par ailleurs qu'une collaboration étroite avec son hôte reste de mise pour que les relations ivoiro-australiennes continuent d'être un exemple. Ici, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le ministre des Infrastructures économiques était jeudi sur les chantiers de construction et d'aménagement de 2 axes routiers dans les régions d'Adzopé et de Bongouanou. Amédée Kofi Kwaku est allé s'imprégner de la qualité des travaux en cours. Il a pu se rendre compte de la progression des travaux, l'effectivité des ouvrages d'art et d'assainissement. Occasion également pour les entreprises en charge des travaux de rassurer le gouvernement quant au blocage des chantiers dans les délais. Lanciné Bakayoko, Jean-Jacques Kwameala. À 7 jours, vous avez combien? On est entre 22 et 25. Vous êtes sûr? Oui. C'est quasiment avec la casquette d'ingénieur conseil que le ministre des Infrastructures économiques a effectué la revue des différents chantiers de construction et d'aménagement. Au niveau de l'axe Axopé-Siakassé à Tobrou, ce sont des terrassements, des décapages. Travailleurs et engins s'emploient à relever les défis avec brio. Actuellement, on est au chantier en train de travailler. En tout cas, le boulot, ça va. Le chantier évolue très bien avec tous ces dispositifs qui sont en place à ce moment.
Je pense que nous sommes à mesure de respecter les délais qu'il faut. Nous allons aboutir. Sur le tronçon Akupé-Kotobi-Bongwanou, en réhabilitation, toutes les activités de génie civil prévues dans l'aménagement et le bitumage sont menées comme sur des chapeaux de roue. Pendant que des équipes sont des revêtements d'enduit superficiels, d'autres employés s'activent sur les ouvrages d'art et d'assainissement. La mise à niveau du trajet est ressentie tout le long de l'axe. Sur la qualité et les délais, le ministre Amédée Kofi Kwaku veille au grain. Nous avons donc donné des instructions de sorte que le contrôle soit très suivi, que les délais soient tenus, de sorte que les ouvrages soient livrés dans le temps et que ces ouvrages-là puissent durer pour le temps pour lequel ils ont été dimensionnés. La nouvelle route Adzopé-Yakassi-Atobrou, longue de 25 km, coûtera 14 milliards de francs CFA. Quant à l'axe Akupé-Kotobi-Bongwanou, 58 km, il vaut 27 milliards de francs CFA. Lancés en juin 2016, ces ouvrages, censés faciliter l'écoulement des produits agricoles, devraient durer 24 mois. Vous l'avez compris, les entreprises chargées donc de ces travaux ont rassuré le gouvernement quant à la livraison des chantiers dans les délais. L'État renforce également sa coopération avec l'UNICEF. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le gouvernement s'engagent à améliorer la situation des femmes et des enfants en Côte d'Ivoire. Les deux parties décident de travailler en étroite collaboration. L'accord qui a été signé entre elles définit le plan de travail pour l'atteinte de cet objectif. Herman Guivet pour en savoir plus. Améliorer la situation des femmes et des enfants en Côte d'Ivoire, objectif principal de ce plan de travail qui marque le renforcement de la coopération entre l'UNICEF et la Côte d'Ivoire. Autour de la table, directeurs et membres des cabinets des deux partenaires, la Côte d'Ivoire et l'UNICEF. Le plan de travail couvrant la période 2017-2018 est donc validé et peut dès à présent être mis en œuvre. Ce plan repose sur la mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'enfant. Par cette signature, l'UNICEF réaffirme son engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire. Les différentes activités, au nombre de 10, que nous avons élaborées ensemble avec ce ministère, vont œuvrer dans le sens pour protéger les enfants contre la violence, leur bien-être, pour qu'ils puissent se développer dans un environnement sain. Nous jouissons une très bonne collaboration depuis des années. Que 2017 soit encore une bonne année de collaboration et nous espérons qu'au bout de cette année, nous apportons quand même des résultats palpables pour le bien-être des enfants. À travers ce don qui est fait, nous avons plusieurs activités que nous allons réaliser pour la protection des enfants et des femmes de Côte d'Ivoire avec le soutien du partenaire qu'est l'UNICEF. Et donc nous nous en réjouissons bien sûr. Ce plan a pour effet que d'ici à 2020, les enfants et adolescents, en particulier les filles, puissent avoir accès à des services de prévention et à des services de prise en charge adaptés et durables dans un environnement favorable à leur protection. L'UNICEF a également procédé à la remise d'un véhicule type 4x4 au ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et la Solidarité en vue de l'aider dans la bonne conduite de sa mission. Le ministère de l'Agriculture annonce d'excellentes nouvelles pour les acteurs du monde agricole. Selon le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly, des actions seront menées pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Il l'a annoncé hier à l'occasion de la traditionnelle rencontre bilan du ministère. Le ministre a également décliné sa vision qui sera, selon lui, centrée sur le social. Noël Niagno. Nous avons décidé, mes collaborateurs ici réunis et moi-même, de placer 2017 sous le signe du social. Le cap est fixé pour 2017, le social, mais que recouvre une telle orientation? Pour Sangafoua Koulibaly, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, deux axes sont à retenir. Le premier est orienté vers le monde rural, et pour cause. 2/3 des personnes actives travaillent dans le secteur agricole. Si nous avons un projet dans le cadre du programme national d'investissement agricole dans une localité donnée, nous allons mettre l'accent sur l'impact social de ce projet dans son environnement d'exécution. Et nous allons jouer sur notre levier de développement rural.
Le second permettra d'adresser la question de l'environnement socio-économique des agents de l'administration agricole. Tous ces hommes et femmes qui ont contribué à la renaissance de notre secteur agricole, nous voulons voir dans quelle mesure ils peuvent être encouragés dans leur métier. Voilà les défis à relever pour 2017. Pour l'heure, Sangafoua Coulibaly et ses invités ont consacré plus de 2 heures ce vendredi à passer au scanner toute l'année 2016. Il est constaté des acquis. En bonne place, la mobilisation de la grande famille agricole, parce que consciente de la place de l'agriculture dans l'évolution socio-économique de la Côte d'Ivoire. Cette prise de conscience a fait naître une inquiétude sous forme d'interrogation. Les ressources humaines actuelles du MINADER sont-elles adaptées à ces programmes ainsi qu'à ces missions? En attendant de labourer ce champ, des performances sont relevées. Elles portent principalement sur le niveau de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du Plan national d'investissement agricole, PNIA 1. 1608,8 milliards sont mobilisés entre 2012 et 2016, soit 78,84% du coût total de ce programme. Au-delà de ces performances, la Côte d'Ivoire sera soumise à des épreuves de portée stratégique. L'organisation du Sahara 2017 est la rencontre internationale sur la révolution verte, un rendez-vous mondial de mobilisation de ressources pour la transformation structurelle des économies agricoles d'Afrique. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, elle également, dévoile ses chantiers pour 2017 aux différents acteurs de son ministère. Anne Désiré Ouloto annonce la réalisation de plusieurs projets, notamment l'adoption d'un cadre de salubrité et la construction de 2 centres d'enfouissement technique. Grace Kando pour les détails. 3 semaines après sa nomination au poste de ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne Désiré Ouloto s'attelle à redynamiser son département. Une rencontre est initiée avec les acteurs et partenaires de ce secteur. La ministre Anne Désiré Ouloto a décliné sa vision en matière de salubrité, d'environnement et de développement durable pour l'année 2017. Le gouvernement a décidé, il y a de cela quelques jours, de l'instauration, le premier samedi de chaque mois, d'une journée d'activité communautaire de salubrité dénommée Journée du Grand Ménage. Adopter le code de la salubrité et de créer la bourse des déchets. Il s'agira également de procéder à la fermeture, et cette fois pour de vrai, à la réhabilitation de la décharge sauvage d'Aquedoux, pour de vrai, et à la construction de 2 centres d'enfouissement technique. Avant ces grands chantiers, plusieurs actions ont été menées en matière de salubrité. La résolution des questions environnementales nécessite une synergie d'action selon la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Pour réussir ce pari, Anne Désiré Ouloto appelle à une implication des différents acteurs. Un tout petit mot de défense dans ce journal. L'opération Épervier 2 a été réactivée hier. Il s'agit d'un plan de sécurisation de tout le territoire ivoirien contre le banditisme. Les forces de police chargées de la sécurisation du district d'Abidjan ont reçu à la préfecture de police les consignes claires de leur hiérarchie, traquer les délinquants partout où ils se trouvent. Michel Digré. Après quelques mois d'interruption, l'opération Épervier 2 réactivée, avec 3000 agents des forces de sécurité mobilisés au quotidien. Ils ont reçu de leur hiérarchie des consignes fermes, procéder au bouclage des zones criminogènes, interpeller toute personne suspecte, ainsi que les jeunes délinquants auteurs d'infractions, procéder à la destruction pure et simple des fumoirs. Les autorités policières entendent ainsi consolider les acquis de la première phase de l'opération Épervier 2 qui a permis d'interpeller 9500 suspects, dont 107 déférés. 10 bandits ont été abattus et 195 fumoirs détruits. Ne donner aucun répit aux délinquants, c'est l'objectif fixé par les forces de sécurité. Tant que l'Ivoirien ne se sentira pas en sécurité, nous continuons. Peut-être que Épervier 2
connaîtra une fin, mais il sera automatiquement suivi par Épervier 3. L'opération Épervier 2 s'étendra également dans toutes les villes de l'intérieur du pays. Direction Mans dans l'ouest de la Côte d'Ivoire où la rentrée académique à l'université est fixée au lundi 6 février prochain. L'annonce a été faite jeudi par le président de cette université, professeur Coulibaly Lansina, au micro de notre reporter Eve Boué. C'était lors de la toute première réunion de rentrée académique de l'université de Mans. Tout a commencé à la journée de l'orientation. C'est là que j'ai rencontré des professeurs de l'université. Ils avaient dit que l'université allait ouvrir cette année. Vraiment, j'ai été convaincue par ce qu'ils ont dit. Parce que par leurs propos, j'ai vu que l'enseignement allait être de qualité. Depuis l'enfance, j'ai aimé un peu bricoler les choses, comme la technologie, l'informatique. C'est pour ça que j'ai choisi cette filière. Bachelier de la session 2016, Marie-Denise et Hilaire font partie des 429 étudiants de la toute première promotion de l'université de Mans. Si Marie-Denise vient d'Abidjan, Hilaire, quant à lui, natif de Mans, a fait ses cycles primaires et secondaires dans la ville et est heureux d'y poursuivre ses études supérieures. D'abord, je reste près de mes parents. Ça c'est dans tout d'abord. Et puis, j'aimais bien la ville. Je peux me déplacer à n'importe quel moment, rentrer à la maison tranquillement, sans souci. Par contre, le déplacement est un souci majeur pour Marie-Denise. J'ai rencontré ma tutrice, tout ça, elle est accueillante. Mais le seul problème, c'est le transport. Il est coûteux. 600 francs CFA, le prix aller-retour d'une course en taxi sur le site de l'université. Et oui, les étudiants devront parcourir au moins 7 km pour aller suivre les cours. L'enjeu du transport, ajouté à celui de l'hébergement, ont été abordés au cours de la toute première réunion de rentrée académique tenue le mercredi 1er février avec l'ensemble des autorités de la ville, des enseignants, des chercheurs, du personnel administratif et technique. En attendant que les différentes autorités accordent leur violon pour régler ces questions subsidiaires, l'université de Mans est quasi prête pour accueillir ses 429 étudiants. Lundi 6 février est la date de démarrage effectif des cours. Ces 429 étudiants ne sont pas regroupés dans la même filière. Il y a 16 salles de 70 places par salle. Donc nous pensons valablement que 3 filières peuvent être déployées tranquillement dans chacune des salles. Les enseignements peuvent commencer et techniquement déployer les 320 dans 4 autres salles avec un système de téléenseignement. L'université de Mans comprend 4 unités de formation et de recherche, 5 écoles, un centre de recherche et un institut. Les étudiants se démarqueront avec le port d'uniforme. En attendant donc le 6 février, Marie-Denise et Hilaire règlent les derniers détails de leur inscription. Des élus locaux de la région de Gbeke sont formés sur la gestion participative de l'école à travers les COGES, les comités de gestion des établissements scolaires. Au nombre de 44, ils ont été outillés sur le rôle des collectivités territoriales dans la mise en place et le fonctionnement des unions de COGES. Dans le cadre du projet de développement des ressources humaines pour le renforcement de l'administration locale dans les zones centre et nord de la Côte d'Ivoire, PCNCI, l'agence japonaise de coopération internationale JICA, contribue à la bonne marche de l'école ivoirienne. Plusieurs projets ont été initiés. Dans la formation, donc, on a 2 volets. Il y a donc l'éducation et l'hydraulique. Volet éducation, on a retenu ce qu'on appelle le COGES. Après l'introduction de 3 manuels pratiques sur les comités de gestion des établissements scolaires, COGES, et un guide pratique à l'attention des conseillers, des acteurs ont été formés sur ces documents. Une observation a permis de noter des avancées dans la mise en place des COGES. Les COGES ont été créés en 1995 et 20 ans après, l'étude que nous faisons ici a révélé exactement ce que nous-mêmes nous avons fait comme diagnostic, à savoir la non-participation des élus locaux. L'implication des collectivités territoriales dans la gestion participative de l'école à travers les COGES se fait ressentir. Face à cette situation, une formation à l'endroit des élus locaux de la région de Gbeke s'est tenue à la mairie de Boaké. Ça permet de bien organiser la communauté, les villageois et les membres du bureau de COGES pour les appuyer à avoir plus de facilité de ressources. 4 modules, entre autres,
Le rôle des collectivités territoriales dans la gestion participative de l'école par les COGES, modèle de gestion participative de l'école à travers les COGES avec les communautés, ont marqué cette session de formation. C'était un reportage de nos confrères de RTI Bouaké. Les trottoirs de la commune d'Adjamé, ici à Abidjan, seront bientôt déguerpis de ces occupants anarchiques. C'est la promesse faite par le maire Issouf Silla qui dit que ce déguerpissement vise l'assainissement de la commune et la fluidité routière. Avant l'opération, la mairie a opté pour la sensibilisation des chauffeurs et les responsables des taxis communaux appelés Woro Woro à Mississoko. Dès la semaine prochaine, il sera interdit aux taxis communaux d'Adjamé, appelés communément Woro Woro, de stationner sur les trottoirs, les terre-pleins, les chaussées et les ronds-points. Une décision de la mairie, mais avant, elle sensibilise les acteurs du transport. On a eu plusieurs réunions avec eux. On est en train de voir comment on peut éviter le désordre. Il y aura de la place. C'est ce qu'on est en train de trouver pour eux. Parce que très bientôt, on va enlever les commerçants qui sont installés sur le trottoir. Interdire les stationnements à tous les coins de rue dans la commune d'Adjamé n'est pas du goût des chauffeurs et syndicalistes. Nous avons signifié qu'on ne devait pas garer sur les trottoirs. Mais nous ne sommes pas d'accord avec cette décision, puisque la mairie n'a pas encore octroyé un endroit où nous devons garer pour vous charger. C'est même prévu pour nous de garer sur les trottoirs. On n'a pas de point pour garer. Les commerçants sont assis sur le trottoir. Dans chaque voiture paie droit de stationnement. La mairie ne peut pas venir obliger les mêmes véhicules pour dire que c'est quoi. Les rues barrées, c'est ça qui crée problème. S'ils ont cassé toutes les rues barrées là, on va garer nos Woro Woro. Pour la mairie, débarrasser la commune d'Adjamé des installations anarchiques des gares routières permettra de garantir une fluidité routière et d'assainir la commune. Il n'y a même pas route même de la mosquée jusqu'au forum ici. Un jour même, je venais avec une dame, la dame a accouché dans ma voiture. Si on enlève les Woro Woro banalisés, ça va beaucoup diminuer l'embouteillage. Nous avons décidé, pour une fois encore, de nettoyer toutes les zones que le ministre Anou Loto a déjà fait le premier travail et a mis à notre disposition. Nous avons commencé à sensibiliser la population et les chauffeurs de taxis Woro Woro qui nous créent d'énormes difficultés. Ils créent des gares partout où ils veulent et nous voulons mettre fin à cela. C'est pour cela que dès la semaine prochaine, c'est la répression qui va commencer. Pour résoudre les difficultés de stationnement dans la commune d'Adjamé, des parkings à hauteur seront construits. Le premier parking moderne que nous allons créer, c'est en face de la RAN. Avec les Malaisiens, nous avons signé un contrat et ils sont venus, ils ont fait la clôture et très bientôt ils vont commencer les travaux. C'est un parking moderne qui est composé de 3 étages. En plus des taxis communaux, les véhicules personnels, les gros camions et les minicars sont également concernés par la mesure. Sport, football, le Cameroun et l'Égypte sont les équipes les plus titrées de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pourtant, leur opposition demain dimanche en finale est une énorme surprise. Nul ne les attendait à ce niveau. Mais avant, vous pourrez suivre la petite finale qui opposera ce samedi le Ghana et le Burkina Faso. Pour la 6e fois consécutive, les Black Stars du Ghana ont figuré dans le dernier carré et ont également échoué pour la 6e fois. Avec 4 étoiles à leur actif, ils ont remporté le bronze à domicile en 2008, mais faute de chance, l'ont laissé filer en 2012 et 2013. Avec un groupe solidaire qui joue ensemble depuis 10 années, les Black Stars ont joué 9 finales pour 4 triomphes. Il y a aujourd'hui la 3e place qu'ils doivent aller chercher et ce sera face aux étalons du Burkina Faso. Avec un avantage physique et mental, les étalons rêvent également du bronze. L'objectif pour eux, faire mieux que la finale perdue en 2013. Une médaille à l'édition de 2017 sera la 2e dans le palmarès des étalons. Les poulains de Paolo Duarte sont déterminés à prendre cette médaille de bronze. Pour rappel, en 5 sorties dans cette CAN, le Burkina a enregistré 2 victoires contre 3 matchs nuls. Le Ghana totalise 3 victoires et 2 défaites. Entre le vice-champion de 2013 et celui de 2015, qui remportera le bronze.
Pour le savoir, restez sur RTI 1. Le match sera en direct à partir de 19h ce soir. Le bras de fer est engagé entre Donald Trump et la justice américaine. Un juge fédéral de Seattle a bloqué temporairement vendredi le décret anti-immigration du président américain visant 7 pays à majorité musulmane, mais la Maison-Blanche a aussitôt promis de répliquer. L'injonction temporaire du juge James Robert est valable sur l'ensemble du territoire américain, le temps qu'une plainte déposée lundi par le ministre de la Justice de l'État de Washington, Bob Ferguson, soit examinée. Et c'est sur ces images que l'on se dit au revoir. Merci de l'avoir suivi, d'avoir suivi ce journal. Je serai encore chez vous demain à 13h.